Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc nous sommes médecins nucléaires sur l'hôpital privé La Louvière et au centre hospitalier de Maubeuge. Et avec le docteur Ali Jaillard-Dubois, qui a une expertise en neurologie nucléaire au CHRU de Lille, nous allons vous présenter ce soir l'apport des marqueurs de médecine nucléaire dans le bilan des pathologies neurodégénératives. Donc nous n'avons aucun conflit d'intérêt dans cette présentation et nous remercions vivement nos associés, les docteurs Dominique Blanc, Alexis Huguen-Teubler et Amaury Adams pour leur soutien. Nous vous présenterons la médecine nucléaire, sa place dans la classification ATN, puis dans un second temps, nous vous présenterons les marqueurs physiopathologiques d'imagerie nucléaire, en parlant des plaques amyloïdes, du système dopaminergique avec le DaTscan, la DOPA, et ensuite la scintigraphie à la MIBG-J123. Et nous terminerons par vous présenter les marqueurs topographiques et de progression d'imagerie nucléaire. Donc la médecine nucléaire est une imagerie moléculaire d'émission, c'est-à-dire qu'on récupère des images à partir de rayonnements gamma qui proviennent du patient, contrairement à l'imagerie radiologique qui est une imagerie de transmission. La médecine nucléaire dispose de deux modalités, la scintigraphie et la TEP, tout comme on peut décrire en imagerie radiologique le scanner et l'IRM. Donc, le déroulement de l'examen débute en général par l'injection d'un radiotraceur, parfois à l'aide du marquage d'une molécule vectrice. Ensuite, les images sont réalisées pour les scintigraphies sur une gamma caméra et pour les examens TEP sur un TEP scanner. Donc, nos services sont équipés de deux gamma caméras qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont couplées à un scanner. Donc, on voit l'anneau du scanner ici. Et donc, ce sont ces détecteurs qui vont permettre l'enregistrement, la transformation du signal des rayonnements gamma, ensuite en images. Pour la TEP, c'est une couronne de détecteurs qui transforme l'information des émissions de positons en images. La résolution spatiale de la TEP est nettement supérieure à la scintigraphie. Nous accueillons sur l'île depuis 2011 des patients pour des TEP cérébrales et depuis 2022, nous avons une numérique dernière génération au centre hospitalier de Maubeuge. Nous faisons un petit peu une activité diversifiée, dont les TEP des plaques amyloïdes qui vient d'être disponible en 2023. Ce nouveau traceur peut aider dans certains cas dans la classification ATN. Donc, nous avons des outils, des biomarqueurs en médecine nucléaire qui permettent justement d'aider dans les biomarqueurs A, des dépôts bêta-amyloïdes, donc qui peut être exploré par le liquide céphalorachidien avec la bêta-42 diminuée ou le ratio augmenté. Et donc maintenant avec les TEP des plaques amyloïdes positives. Le biomarqueur de la pathologie tau, donc peut être exploré avec l'augmentation du taux phosphorylé, une TEP tau positive, mais là utilisée uniquement dans le domaine de la La neurodégénérescence, quant à elle, donc, est explorée par le LCR avec un taux total élevé, l'atrophie hippocampique en IRM et les hypométabolismes en TEP FDG. Donc, les dépôts amyloïdes et la pathologie tau, c'est des marqueurs physiopathologiques et la pathologie tau et la neurodégénérescence sont aussi des marqueurs topographiques et de progression. Donc, dans la pathologie, la maladie d'Alzheimer, on a la pathologie amyloïde qui apparaît en premier, ensuite la pathologie tau, la neurodégénérescence et ensuite la symptomatologie clinique. Donc, quel est l'intérêt de ces biomarqueurs? Donc, dans cette pathologie, dans cette classification ATN, on essaye de déterminer la protéinopathie à l'origine des symptômes et on essaye de définir la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, c'est-à-dire neurodégénérescence. Le biomarqueur A et le biomarqueur T positif suffisent de maladie d'Alzheimer. Excusez-moi, les personnes connectées peuvent couper leur micro, s'il vous plaît.
Donc, pourquoi un diagnostic précoce? Donc, pour un parcours de soins personnalisé, pour des stratégies de prévention. Et puis maintenant, il y a des participations à des essais thérapeutiques. Il y a 2 anticorps monoclonaux anti-amyloïdes, euh, des antitaux à l'étude. Et puis, il y a des avancées aussi sur les connaissances en neuroimmunologie. Donc, l'évolution des biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on a le dépôt des plaques amyloïdes qui atteignent très rapidement et très précocement un plateau. Ensuite, on a l'évolution de la pathologie tau en bonne concordance avec la neurodégénérescence. Au sein d'une même catégorie, les biomarqueurs ne sont pas toujours interchangeables. Il y a quelques discordances entre les marqueurs du LCR et de la TEP, notamment la bêta-42 dans le LCR sera pathologique avant le dépôt des plaques amyloïdes. Et il en est de même pour la pathologie tau. Il existe aussi des discordances dans les marqueurs de neurodégénérescence. Dans le groupe A-N+, et A+N-, donc c'est les courbes bleues et jaunes. Donc si l'on suit dans le temps le tétaux dans le LCR et l'atrophie temporomésiale en IRM, l'évolution n'est pas tout à fait similaire. Et de même, l'hypométabolisme en TEP-FDG est plus précoce que l'atrophie en IRM. Donc nous allons présenter un petit peu plus précisément donc, la tête des plaques amyloïdes. Donc le traceur qui est disponible en 2023 s'appelle le Visamil. Il a eu une AMM pour les sujets jeunes de moins de 65 ans ou des formes atypiques de démence, ou dans le cas où la ponction lombaire est contre-indiquée pour des raisons médicales ou non réalisables pour des raisons techniques ou donnant des résultats non contributifs. Bien entendu, c'est dans le cadre d'évaluations cliniques dans des centres ou par des neurologues, par des spécialistes des troubles cognitifs. Nous avons réalisé une formation en ligne de plusieurs heures avec validation de nos acquis pour nous permettre d'interpréter ce type d'examen. Il y a un autre traceur des plaques amyloïdes, le Neurasec. Nous avons fait aussi la formation il y a quelques années, mais qui n'est pas encore disponible sur le marché, mais qui a les mêmes indications. Donc le Visamil, c'est le témoin de la présence de plaques neuritiques bêta-amyloïdes. Le standard de preuve, c'était l'autopsie de patients qui avaient réalisé au préalable des TEP amyloïdes de leur vivant. En pratique, nous réalisons les images 90 minutes après l'injection. Elles durent 15-20 minutes. Certaines équipes font une image précoce entre 0 et 10 minutes, permettant d'obtenir une image de perfusion cérébrale. Il y a quelques effets indésirables, mais qui sont assez rares: rougeur, gêne dans la poitrine, hypertension, nausée. Donc là, on a une image normale avec un motif de substance blanche, motif sulcogyral. Et ici, une image positive avec une fixation du traceur au niveau de la substance grise. Donc, on analyse toutes les régions et une seule région positive est suffisante pour classer un examen positif. Les régions frontales et du précunné sont les plus fiables pour l'analyse. Et les autres régions sont complémentaires et peuvent être une aide en cas d'atrophie. Donc, comme nous avons vu dans la classification ATN, le biomarqueur amyloïde est indispensable pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, un examen négatif va être incompatible avec ce diagnostic. Mais un examen positif peut se voir aussi chez des patients âgés, asymptomatiques, et dans d'autres maladies neurodégénératives, comme la démence à corps de Lewy. Donc, nous avons vu que c'était un marqueur qui atteignait rapidement une phase de plateau, un marqueur pronostic, mais il n'est pas du tout lié au déclin cognitif. Donc, la progression des patients qui présentent un trouble cognitif léger vers la maladie d'Alzheimer ne pourra pas être estimée par cet examen. Et de même, l'efficacité de cette imagerie pour prédire l'évolutivité de la maladie d'Alzheimer ou pour surveiller la réponse au traitement n'a pas été établie.
Alors, nous avons comme marqueur physiopathologique d'imagerie nucléaire aussi du système dopaminergique le DaTscan. Donc, c'est un traceur que nous connaissons bien depuis 2001, qui, dans le diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et syndrome parkinsonien, dans le diagnostic différentiel entre démence accordée oui probable et maladie d'Alzheimer. Par contre, il ne permet pas la différenciation entre maladie de Parkinson, DCL, DCB, AMS et PSP. سير. Donc, le DaTscan est un analogue de la cocaïne qui va se fixer sur les transporteurs de la dopamine, Va manger, va. transporteurs dopaminergiques. Il va refléter la densité des transporteurs de la dopamine. Donc, dans la maladie de Parkinson idiopathique, la DCL, la PSP, la MSA, il y a une diminution des transporteurs, donc une scintigraphie au DaTscan pathologique. Dans le tremblement essentiel, les syndromes parkinsoniens sont neuroleptiques, les transporteurs sont normaux, donc la scintigraphie au DaTscan sera normale. Donc l'examen est réalisé 3 à 4 heures après l'injection. Les images durent 40-45 minutes. On donne de l'iodure de potassium pour protéger la thyroïde parce que c'est un traceur qui est marqué à l'iode 123, donc c'est un principe de précaution. Il n'y a pas besoin d'arrêter les traitements dopaminergiques et il faut savoir qu'il y a des interactions possibles donc avec les dérivés de la cocaïne, puisque la cocaïne peut se fixer sur ces transporteurs, les amphétamines, kétamine, fentanyl. Enfin voilà, il y a pas mal de médicaments qui peuvent entraîner des interférences médicamenteuses. Donc c'est un examen qui est long, parfois avec des problèmes de compliance chez des patients qui ont des troubles cognitifs, avec un positionnement parfois difficile, notamment quand ils ont des psychoses dorsales. Donc là, les patients sont installés sur le dos, la tête dans une tétière, avec des moyens de contention pour éviter qu'ils bougent. Et puis, on met des petits cotons sur les yeux pour ne pas qu'ils soient impressionnés par le détecteur qui s'approche de leur tête. Donc là, nous avons fait une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Donc, les détecteurs vont tourner tout autour de la tête et donc cet examen dure 40 minutes. Voilà. Donc, les détecteurs doivent être le plus près possible de la tête pour récupérer un maximum de rayonnement gamma et avoir une image de bonne qualité. Si jamais le patient a un cou court ou bien a un surpoids, a une gibbosité qui empêche justement d'avoir ces détecteurs près de la tête, où il y a un rayon qui est assez loin, ça diminue la qualité de nos images. Et par ailleurs, comme c'est un examen qui est tout de même long, c'est difficile, voilà, pour certains patients de rester immobile, surtout avec des troubles cognitifs, parfois avec des tremblements. Voilà, donc là, vous voyez, on a lancé une acquisition pas par pas qui dure 3 secondes par pas, mais il faut vous dire que normalement, c'est 30 secondes par pas. Donc voilà, c'est juste pour que vous rendiez compte un petit peu ce que le patient vit quand il fait sa scintigraphie au DaTscan. Donc là, nous avons une scintigraphie au DaTscan normale avec une image en croissant de manière symétrique. Là, une hypofixation au niveau des putamènes. Et ici, une diminution aussi au niveau des noyaux codés avec une augmentation du bruit de fond extrastriatal. On peut faire une analyse semi-quantitative. On peut dessiner des régions d'intérêt par rapport à la région occipitale. Il existe aussi des logiciels de quantification qui comparent par rapport à une base de données de sujets sains, mais ces bases de données ont été réalisées sur des anciennes caméras avec des détecteurs de moins bonne sensibilité que ceux qu'on a actuellement. Et ça pourrait surestimer les taux qu'on obtient. Donc c'est vrai que pour nous, l'analyse visuelle est très très importante. Alors, une hypofixation d'un putamène ne signifie pas forcément d'énervation dopaminergique. Chez ce patient, il existait une petite lacune vasculaire expliquant l'hypofixation du putamène, d'où l'importance d'avoir l'imagerie morphologique et IRM. Donc, cette série est intéressante. Elle montre une très bonne sensibilité et spécificité dans le diagnostic différentiel maladie d'Alzheimer DCL. Sur cette série autopsique de 23 patients,
il y avait juste un seul DaTscan qui était pathologique, enfin qui n'était pas une DCL, mais c'était en fait une lésion vasculaire mésencéphalique. Donc, pour nous, l'interprétation est essentiellement visuelle, hein, basée sur des critères morphologiques, d'intensité. Il y a dans les séries, dans les études, une très bonne sensibilité et spécificité, une concordance interopérateur. Cependant, en pratique, il y a 20% de classification parce que les patients ont peut-être un tout petit peu bougé ou les détecteurs étaient un petit peu loin de la tête, voilà. Et donc, il y a un data challenge avec une étude multicentrique pour le développement d'un algorithme d'intelligence artificielle pour l'aide diagnostique de ces cas incertains. Donc, il y a un deuxième marqueur du système dopaminergique, la TEP F-DOPA. Donc, elle a l'AMM aussi, la DOPA, hein, depuis 2006, pour détecter une perte fonctionnelle des terminaisons des neurones dopaminergiques dans le striatum, et pour le diagnostic de la maladie de Parkinson et la distinction entre tremblement essentiel et syndrome parkinsonien. Donc, c'est le traceur de référence de la synthèse présynaptique de la dopamine. Donc, elle explore le stockage de la dopamine, l'activité de la dopa-décarboxylase et la densité des terminaisons présynaptiques. Donc, l'examen est réalisé 1h30 après l'injection. Les images durent 10 à 15 minutes. Par contre, il est nécessaire d'arrêter les agonistes dopaminergiques 12 heures avant pour éviter les interférences. Donc, c'est un examen plus court, plus confortable que le DaTscan, avec une meilleure résolution spatiale. Donc, les patients sont installés aussi sur la table d'examen dans une tétière. Il y a un moyen de contention, justement pour éviter qu'ils ne bougent. La table entre une première fois pour faire une acquisition scanner et ensuite une seconde fois pour l'acquisition TEP. Et donc, la table avance jusqu'au bout. Et donc, là, après, l'examen dure 10 minutes. Donc, voici sur l'image de gauche une TEP DOPA normale et sur l'image de droite, une TEP DOPA pathologique. Donc, c'est Jacques Darcourt qui a décrit les patterns d'un examen pathologique avec la fixation extrastriatale mésencéphalique, le Mickey Mouse sign, un maximum de fixation au niveau des noyaux et un gradient postéro-antérieur. Ici, sur cet examen, qui était pathologique, il y avait juste un gradient putaminal postéro-antérieur. Il n'y avait pas tous les patterns décrits par la diapositive, par Jacques Darcourt. Donc, il existe aussi des logiciels de quantification qui comparent par rapport à des basses scènes. Et c'est un petit peu comme avec le logiciel du DaTscan. Voilà, ça a été fait sur des bases de données, sur des TEP ancienne génération. Et donc, nous, on s'interroge sur nos résultats, effectivement, des quantifications qui pourraient être surestimées avec nos TEP, les TEP numériques dernière génération. Alors, si on compare un petit peu ces deux examens, donc chez des sujets sains, il faut savoir que le DaTscan diminue de manière significative de 3,3% tous les 10 ans chez le sujet sain. Par contre, il n'y a pas de variation significative de la DOPA avec l'âge. Dans cette étude, sur un modèle animal, ils ont inhibé la pars compacta et ensuite étudié les neurones dopaminergiques 4 semaines après. Et ils ont remarqué une diminution de l'absorption de la DOPA, mais qui était plus faible que la diminution des ligandates pour le même animal. Dans cette étude de Ribeiro, chez 10 patients avec un Parkinson débutant, au niveau des putamènes, il y avait une diminution de la fixation de la DOPA, mais cette diminution était inférieure à la diminution des ligandates. Donc, on peut s'interroger si la TEP DOPA voilà, est moins sensible, notamment au début de la maladie.
Par contre, il n'y avait aucune différence significative dans les maladies de Parkinson avancées au niveau de ces 2 examens. Et cette étude mettait en évidence aussi une parfaite corrélation motrice entre les performances motrices et la fixation de la DOPA. Donc, ces études suggèrent l'existence de mécanismes compensateurs, notamment au début de la maladie de Parkinson. Donc, il y a une diminution des transporteurs DAT, donc pour diminuer la recapture de la dopamine intrasynaptique, donc diminution de la fixation du DAT-scan. Il y a une surexpression des enzymes de synthèse de la dopamine, donc surexpression de la dopa-décarboxylase. Donc, il pourrait y avoir une augmentation de la fixation de la dopa dans les neurones survivants et une surexpression des récepteurs dopaminergiques post-synaptiques. Cependant, dans la maladie de Parkinson, quand les premiers signes cliniques apparaissent, les mécanismes compensateurs sont dépassés. Il y a une perte de plus de 40% de neurones nigrostriés et une diminution de 20 à 30% de la dopamine striatale. Et ça explique un petit peu les résultats de cette étude qui a une très bonne équivalence diagnostique entre le DAT-scan et la DOPA pour discriminer les patients avec une maladie de Parkinson de sujets sains et donc même dans les formes débutantes, avec une très bonne sensibilité. Alors, il nous paraissait intéressant de discuter un petit peu de cette étude parce qu'elle montrait, c'est un article récent de 2022, et elle décrivait des discordances entre la DOPA et le DAT-scan. Mais c'est vrai que si on reprend les critères que nous avons annoncés tout à l'heure, il y avait sur cet examen une augmentation de la fixation mésencéphalique et nous l'aurions considérée comme pathologique. Elle avait été décrite comme normale et le DAT-scan était pathologique chez ce patient. Chez ce patient aussi, cette DOPA, d'après nos critères d'interprétation, il y avait un gradient putaminal postéro-antérieur et nous l'aurions décrite comme pathologique et le DAT-scan était aussi pathologique. Mais c'est vrai que quand on compare les 2 examens, on a toujours l'impression que le DAT-scan est plus pathologique que la DOPA. Alors, notre expérience, donc, c'était un message surtout parce qu'on a eu une nouvelle TEP sur Maubeuge, dernière génération, de très bonne résolution. Et c'est vrai que dès qu'on a une nouvelle machine, voilà, on fait attention par rapport à tous nos critères d'interprétation. Donc là, on a une patiente de 64 ans qui nous était adressée pour une recherche de maladie de Parkinson débutant avec un tremblement de repos de la main droite. Et donc, nous avions réalisé en première intention une TEP DOPA. Et c'est vrai qu'on l'avait décrite comme douteuse parce qu'il y avait un maximum au niveau du putamen antérieur. Et c'est vrai qu'il y avait un petit amincissement du putamen postérieur. C'était vraiment très, très discret. Donc voilà, on l'a considéré comme douteux. Donc on a préféré faire la scintigraphie au DAT-scan et voilà, qui nous a confirmé l'hypofixation putaminale. Mais après, avec l'expérience et avec des bons critères d'interprétation, c'est un examen qui est fiable, hein. Et puis de toute façon, on fait la DOPA au moindre doute, comme on a les 2 examens à nos dispositions. Alors, ces 2 examens ont une équivalence diagnostique dans les syndromes parkinsoniens. Donc, ces 2 examens seront normaux dans le peuplement essentiel, les syndromes parkinsoniens iatrogènes, psychogènes, la dystonie dopasensible. Et ces 2 examens seront pathologiques dans la maladie de Parkinson idiopathique, tous les syndromes parkinsoniens dégénératifs atypiques, DCL, PSP, DCB, AMS, et les lésions vasculaires, d'où l'intérêt d'avoir le scanner et l'IRM. Parfois, la TEP DOPA, compte tenu de sa résolution, peut nous orienter vers une étiologie vasculaire. Ici, il existait une petite encoche, une petite hypofixation entre le noyau codé et le putamen gauche et une petite hypofixation entre le putamen antérieur et postérieur. Et donc, par contre, on a pu dire que ce n'était pas évocateur d'une dépression dopaminergique présynaptique. Oui. Alors, nous, on ne les voit pas. Nous, Alors, sur notre scanner,
On n'a pas toujours accès à l'IRM le jour même, donc là, c'est... Si vous n'aviez pas de lésion à l'IRM de la multiple, est-ce que sur une comme ça, Oui, ça on l'évoque. Oui, on l'évoque. Oui. Mais c'est pas un pattern de déplétion Oui. dopaminergique. Ma question, c'est quelle est la place là, dans la différenciation entre cerveau perception et Ça, on dit plutôt vasculaire, du coup. Ça, c'est vraiment un pattern... C'est sur de la tête de pas. Oui. Et sur du PET scan, est-ce que vous avez des arguments pour faire la différence entre... On a une beaucoup moins bonne résolution quand Ouais. même. Mais... La résolution est moins bonne en DaTscan et donc c'est plus difficile de voir des micro-lacunes. Et c'est vrai que ça, c'est un avantage de cet examen TEP-DOPA, surtout par rapport à la TEP et cette résolution. Arrêtez. Excusez-nous, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. Sinon, il faut baisser le son. Ah oui. Alors, pardon. Donc, le quatrième marqueur physiopathologique d'imagerie nucléaire, c'est la scintigraphie à la MIBG iode 123. C'est un agent de neuroimagerie sympathique cardiaque. Donc, dans la maladie de Parkinson, la DCL, il y a des agrégats d'alpha-synucléine dans les neurones, dendrites, axones et les synapses, dans la substance noire, mais aussi en dehors de la substance noire, notamment le cœur. L'AMIBG iode 123 et une AMM en 2002 pour apprécier l'innervation sympathique du myocarde. Donc, l'AMIBG est un antagoniste adrénergique. Elle va suivre la noradrénaline avec une recapture et un stockage vésiculaire de l'AMIBG. Et donc, elle permet d'étudier l'innervation sympathique cardiaque. Les images sont réalisées 4 heures après l'injection. Elles durent 10 minutes. On protège aussi la thyroïde parce que c'est un traceur qui est marqué à l'iode 123. Et il y a certains traitements à arrêter pour éviter les interférences, mais en général, on demande aux patients la liste de ces traitements et puis en concertation avec le médecin, on voit un petit peu ce qui peut être arrêté et la durée de l'arrêt de ces traitements. Donc ensuite, sur les images, on dessine des régions d'intérêt sur le cœur et le médiastin. Et il a été défini un ratio cœur sur médiastin normal supérieur à 1,6. Et donc, l'examen sera pathologique avec une dénervation sympathique cardiaque dans la maladie de Parkinson, la DCL, mais aussi de la dysautonomie pure, insuffisance cardiaque. Et l'activité cardiaque, ce sera normal chez le patient sain, la maladie d'Alzheimer, la PSP, l'AMS, la DCB et le tremblement essentiel. Voilà, donc je laisse la parole à Alice Jaillard-Dubois qui va nous présenter les marqueurs topographiques et de progression d'imagerie nucléaire. Donc, à nouveau, bonsoir à tous. Donc, on dispose en médecine nucléaire de 2 examens qui vont nous permettre d'imager la topographie de l'atteinte cérébrale et son évolution dans le temps. Donc, c'est la scintigraphie de perfusion avec le traceur qui s'appelle l'HMPAO et la TEP au FDG, le FDG étant un analogue du glucose. Donc, ces 2 examens fonctionnent grâce à ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire. Il y a en fait un lien étroit entre l'activité neuronale, donc l'activité synaptique, et la consommation énergétique du neurone en glucose, donc on image avec la TEP-FDG, et une corrélation avec la perfusion cérébrale, donc l'augmentation du flux sanguin. Et donc on aura sur nos examens un hypométabolisme ou une hypoperfusion en cas de perte ou de dysfonction synaptique, en cas de dysfonction mitochondrielle ou métabolique. Et comme on l'a vu déjà auparavant, cette hypométabolisme, cette hypoperfusion vont précéder l'atrophie, donc nos anomalies scintigraphie ou TEP seront plus précoces que les anomalies IRM. Donc, comment se passe en pratique une scintigraphie de perfusion à l'HMPAO? Donc, injection des images, 30 minutes de repos, puis acquisition des images qui durent environ 35-40 minutes. Pas de contre-indication ou d'effet indésirable. Si on a besoin de sédater le patient parce qu'il a des troubles cognitifs, on va attendre au moins 20 minutes après l'injection du radiotraceur pour pas que cette sédation vienne perturber notre imagerie de perfusion. Pour la TEP au FDG, le patient doit être à jeun depuis au moins 6 heures. On fait une imagerie du métabolisme du glucose, injection du traceur, puis acquisition des images 30 minutes après, donc des images qui sont plus courtes, qui durent entre 10 et 15 minutes en fonction de la TEP utilisée.
Donc, à nouveau, pas de contre-indication ou d'effet indésirable. Par contre, la qualité des images sera diminuée en cas de glycémie à jeun supérieure à 1,6 g par litre, et souvent d'autant plus diminuée que la glycémie sera élevée si on fait une TEP par exemple à 2,5 g par litre. Donc, pour des patients avec un diabète très déséquilibré, on peut des fois être embêté et faire plutôt une scintigraphie de perfusion. À nouveau, comme pour la scintigraphie de perfusion, si on a besoin de faire une sédation, on le fait le plus tard possible après l'injection du traceur, quitte à faire une image de TEP plutôt 40 minutes après injection si besoin. Et donc, comme on l'a déjà vu, la résolution spatiale de la TEP est vraiment très nettement supérieure à celle de la scintigraphie, si bien que c'est maintenant l'examen qui est de loin le plus réalisé au détriment de la scintigraphie de perfusion. Les patterns qu'on aura d'atteinte d'hypométabolisme ou d'hypoperfusion, ils sont en fait superposables et similaires dans les pathologies, mais avec la TEP FDG, on a accès à des informations plus fines, plus précises. Donc, comment on interprète en pratique une TEP cérébrale? Donc ça, c'est un exemple d'un examen normal en coupe axiale. Donc, vous avez à droite ici l'échelle de couleur. Et donc là, on a une fixation corticale homogène. Globalement, ça fixe rouge partout. Sur nos examens de TEP, quand on aura un hypométabolisme, ça apparaîtra en jaune ou même en vert si l'hypométabolisme est plus profond. Donc, bien sûr, quand on interprète notre TEP cérébrale, l'IRM est complémentaire. Donc ça, vous le savez, hein, la réalisation d'une IRM cérébrale dans le bilan des démences cérébrales, là pour éliminer les causes curables de démence, les tumeurs cérébrales, etc. Mais pour nous, et d'autant plus s'il y a des anomalies sur l'IRM, avoir accès à ces données pour interpréter notre TEP, ce sera bien sûr bien plus constructif. Et si le patient, le jour où réaliser sa TEP, nous ramène le CD de son IRM, alors nous, on peut facilement le charger dans nos logiciels. Et la fusion entre la TEP et l'IRM est très facile a posteriori. Hein, le cerveau ne bouge pas entre les deux examens. Donc, voilà, c'est vraiment très important pour nous. Et bien sûr, l'IRM va nous permettre de rechercher le principal diagnostic différentiel aux pathologies neurodégénératives, qui est la démence vasculaire. Donc, je ne suis pas neuroradiologue, mais on connaît les gros signes qui nous aident, avec ici des exemples de séquelles d'AVC en séquence T1 et T2. La leucopathie vasculaire qu'on analyse sur les séquences T2 FLAIR et qui va être cotée selon la classification de phase ECAS. La recherche de microsaignements en séquence T2 étoile, T2 écho de gradient. Et puis ici, c'était l'exemple d'image de scanner qu'on vous avait montré tout à l'heure avec notre patient DATSCAN avec une lacune. Et donc, bien sûr, quand on a une grosse séquelle d'AVC comme ici, on aura un hypométabolisme sur notre TEP. Et nous, on a toujours un scanner couplé à la TEP, mais si on peut avoir l'IRM, notamment pour la leucopathie vasculaire, etc., c'est vraiment en plus pour nous, pour notre interprétation. Donc, si je retourne dans notre interprétation d'une TEP FDG normale, donc en plus de notre analyse visuelle en coupe, conjointe avec l'IRM si possible, on fait aussi une analyse semi-quantitative, donc une comparaison à une base de données. Donc, on va comparer le cerveau de notre patient à une base de données de sujets sains de même âge. Donc là, c'est toujours un exemple d'examen normal. Donc, vous voyez ici l'échelle de couleur. Globalement, c'est tout vert, donc entre -2 plus 2 déviations standards. Quand on aura un hypométabolisme, ça apparaîtra en bleu, et bleu d'autant plus profond que cet hypométabolisme sera sévère. Donc, ces résultats-là qu'on peut obtenir, hein, ces images, là, c'est avec Senium, le logiciel de Siemens, elles sont quand même pratiques et ça nous permet de rendre des informations qui sont faciles à analyser. Mais il y a quand même des limites et c'est pas parfait, notamment en cas d'atrophie et de lésion vasculaire. Vous voyez, quand on regarde cette image-ci, on peut se dire, bon, voilà, il y a un hypométabolisme frontal périsylvien. Si on regarde bien en coupe, donc vous voyez là, c'est la comparaison à une base de données en coupe et la fusion TEP-IRM, ce que le logiciel va retrouver comme très hypométabolique, c'est en fait du liquide cérébrospinal. À cet endroit-là, le logiciel s'attend à trouver une fixation corticale et donc il trouve qu'il y a une grosse déviation standard. Mais voilà, c'est des logiciels qui sont très pratiques, mais qui sont pas parfaits et qui nécessitent quand même une analyse vraiment en coupe précise avec un scanner associé que l'on a et au mieux avec une IRM si nos patients nous l'apportent le jour J. Donc la TEP-FDG, marqueur topographique et de progression qui va donc nous informer sur la localisation des lésions. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une bonne corrélation entre l'hypométabolisme et l'atteinte fonctionnelle. Si on a, par exemple, les pathologies qui vont donner une atteinte des aires pariétales associatives, les patients auront des troubles praxiques, des aires associatives préfrontales en syndrome dysexécutif, des aires du langage, des troubles phasiques, etc.
Et la topographie de l'atteinte que l'on va obtenir va nous orienter vers une pathologie, par exemple un hypométabolisme frontotemporal qui nous orientera vers une démence frontotemporale. Et bien sûr, cet examen prendra toute sa valeur lorsque l'IRM est normal. Donc, qu'en est-il des recommandations dans la TEP-FDG pour le bilan des démences? Donc, il y a un apport net par rapport au diagnostic clinique seul, et on le sait maintenant, le diagnostic clinique seul peut être quand même pris à défaut. C'est pour ça qu'il y a maintenant des biomarqueurs qui font partie intégrante dans les démarches diagnostiques. Et donc, un gain net en sensibilité et en spécificité par la TEP-FDG, ça a été établi dans de nombreuses études. Alors, je vous ai remis ici 2 références, la plus importante étant celle-ci, c'est les guidelines européennes de 2022 sur l'utilisation de la TEP-FDG cérébrale. Et donc, la TEP-FDG est recommandée pour le diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer, de démence à corps de Lewy et de démence frontotemporale, diagnostic différentiel entre maladie d'Alzheimer et démence vasculaire, notamment quand l'IRM est non conclusive, ou bien sûr pour le diagnostic de démence mixte, parce qu'il peut y avoir les deux. Diagnostic différentiel entre maladie d'Alzheimer et DFT, maladie d'Alzheimer et démence à corps de Lewy, démence frontotemporale et démence à corps de Lewy, et également recommandé pour le diagnostic différentiel entre les syndromes parkinsoniens associés aux démences. Donc juste un petit mot sur les patients avec un MCI, donc Mild Cognitive Impairment, des troubles cognitifs légers. Donc ce qu'on sait, c'est que parmi ces patients avec un MCI, 50% à peu près évolueront vers une maladie d'Alzheimer, 15 à 20% vers un autre type de démence, et puis quand même 35-40% n'évolueront jamais vers une démence. Et la TEP-FDG est un très bon facteur prédictif de conversion vers une démence, un MCI vers une démence, à contrario de la TEP amyloïde dont on vous a parlé avant. Et une TEP-FDG normale, ça va avoir une très bonne valeur prédictive négative, avec moins de 10% des patients qui évolueront vers une démence dans les 3 ans. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet en vous présentant les principaux patterns des pathologies neurodégénératives. Donc, je ne vais pas être exhaustive sur les pathologies neurodégénératives, mais on va traiter les plus fréquentes, en commençant par celle qui donne un hypométabolisme cortical diffus en TEP, donc la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est la première cause de démence. Elle atteint principalement les sujets de plus de 65 ans. La forme clinique typique, c'est une forme amnésique avec des troubles de la mémoire épisodique verbale qui seront non améliorés par l'indissage, donc un syndrome hippocampique. Donc, il y a des marqueurs physiopathologiques dont on a déjà parlé, du LCR, la TEP amyloïde, parmi les marqueurs topographiques et de progression, l'IRM cérébral avec l'atrophie temporale interne, donc la fameuse atrophie hippocampique, et puis en TEP-FDG, un hypométabolisme cortical diffus qui sera à prédominance postérieure pariéto-temporale. Donc, je vous mets ici un premier exemple d'image de patiente. Alors, c'était une patiente au CHRU de Lille en 2016. Vous voyez ici cette atteinte. C'est une région qui est spécifiquement atteinte au début de la maladie d'Alzheimer. Ça s'appelle le carrefour postérieur temporo-pariéto-occipital, donc vraiment à la jonction entre cortex temporal, cortex occipital et cortex pariétal. Il y avait aussi ici une toute discrète asymétrie du cortex pariétal supérieur avec un petit hypométabolisme ici aussi. Cette patiente était suivie dans une étude, c'était une patiente avec une maladie d'Alzheimer de sujet jeune, donc elle a eu une TEP 1 an plus tard. Et vous voyez ici, l'hypométabolisme, il est plus étendu. Alors, mes flèches rouges, ça correspond aux aires sensorimotrices, donc ça va être une région qu'on peut prendre en région de référence parce qu'elle va être respectée dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, tout le cortex associatif postérieur, donc en arrière de ces aires sensorimotrices, va être maintenant hypométabolique, un hypométabolisme plus étendu et plus sévère que sur l'examen réalisé 1 an avant. Et nous, ça nous arrive sur des petites choses douteuses, des petits amincissements du cortex du carrefour temporo-pariéto-occipital, de proposer parfois de réaliser un autre examen, mais il faut attendre 1 an, voir s'il y a une évolutivité. Ici, un autre exemple, mais c'est ici une maladie d'Alzheimer très sévère. Et vous voyez, tout ce qui est conservé, c'est uniquement les aires sensorimotrices primaires et puis les aires visuelles primaires qui sont respectées dans la pathologie. Sinon, tout le cortex associatif, à la fois antérieur et postérieur, a un hypométabolisme très sévère. C'était un patient qui a MMS à 7 sur 30, une atteinte déjà évoluée. Ça, c'est le résultat de l'analyse de ce patient avec la maladie d'Alzheimer très sévère. Donc, vous voyez tout le cortex associatif, à la fois antérieur et postérieur, qui est sévèrement hypométabolique, une atteinte diffuse sévère, et puis un respect des aires primaires ici.
Ici, un exemple, mais avec une fusion en TEP IRM. Vous voyez encore cette atteinte du cortex associatif postérieur. Il y a 2 régions qui sont atteintes et qui sont importantes. C'est ici le cortex singulaire postérieur et puis le précuneus, qui sont des zones qui sont atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Donc, si on synthétise tout ça, dans l'AMA, on a un hypométabolisme cortical diffus à prédominance postérieure pariéto-temporale. Ça débute Oui, dans le carrefour postérieur pariéto-occipital. On a une atteinte du précuneus et du cortex singulaire postérieur et un respect des aires primaires. Il y a également des formes atypiques de la maladie d'Alzheimer avec, au début de la maladie, des troubles qui ne sont pas amnésiques prédominants, mais plutôt des formes non amnésiques. Ça atteint plus souvent des patients jeunes et on aura un hypométabolisme focal, mais qui sera différent de l'atteinte du carrefour postérieur. Donc, il y a l'ACP, l'atrophie corticale postérieure, où les patients présenteront des troubles visuels associatifs et l'hypométabolisme sera occipital. Il y aura une atteinte du cortex visuel qui est généralement respectée dans les maladies d'Alzheimer classiques. Des formes frontale de maladie d'Alzheimer avec des troubles comportementaux sévères au début de la maladie et surnoté par un hypométabolisme frontal sévère, alors que sur les maladies d'Alzheimer débutantes, on a une atteinte habituellement surtout postérieure. Et puis des formes logopéniques, des patients présentant des troubles phasiques et un hypométabolisme pariéto-temporal gauche. Ici, un exemple d'une atrophie corticale postérieure avec un hypométabolisme de tout le cortex associatif postérieur, donc en arrière de notre zone de référence. Et puis ici, cette atteinte du cortex visuel qui n'existe pas dans les maladies d'Alzheimer classiques. Je vais vous parler maintenant d'une autre pathologie qui nous donne un hypométabolisme cortical diffus sur la TEP, c'est la démence à corps de Lewy. Donc c'est la 3e cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Les patients vont associer plusieurs symptômes qui seront plus ou moins présents, hein. Des troubles cognitifs avec une démence, fluctuation cognitive ou de la vigilance, hallucinations visuelles, troubles du comportement en sommeil paradoxal et syndrome parkinsonien. Et donc on aura sur la TEP, comme pour l'AMA, hypométabolisme cortical diffus à prédominance postérieure. On a donc des TEP qui sont assez similaires entre maladie d'Alzheimer et DCL, mais on a quand même quelques signes pour nous permettre de les discriminer. Il y a d'abord l'atteinte du cortex visuel que l'on voit ici dans la DCL, que l'on n'a pas dans l'AMA, sauf le cas très particulier des atrophies corticales postérieures. Ce qui est intéressant, c'est que cet hypométabolisme du cortex visuel serait, d'après cette étude, corrélé avec la sévérité et la fréquence des hallucinations visuelles, donc toujours une bonne corrélation entre l'hypométabolisme et la symptomatologie fonctionnelle. Un autre signe que l'on a sur la TEP-FDG pour discriminer l'AMA de la DCL, c'est le signe de l'îlot singulaire. Donc dans la DCL par rapport à l'AMA, il y aurait une relative préservation du cortex singulaire postérieur par rapport au précuneus, avec cet aspect d'îlot que l'on voit ici. C'est un signe qui est peu sensible, qui n'est pas tout le temps présent, mais qui est par contre très spécifique. Donc dans cette étude, il se servait de la TEP-FDG pour discriminer 10 patients avec une MA et 14 patients DCL avec une corrélation à l'autopsie. Quand la TEP-FDG intégrait donc le signe de l'hypométabolisme occipital, donc l'atteinte du cortex visuel, et ou le signe de l'îlot singulaire, on avait, pour discriminer les deux, des sensibilités spécificités autour de 80%. Par contre, chez ces patients, quand on se servait du DaTscan pour discriminer les deux groupes de patients, donc MA versus DCL, on avait là des sensibilités spécificités plutôt autour de 100%. Donc voilà, sur la TEP-FDG, on a des petits signes pour distinguer les deux pathologies, mais c'est le DaTscan et l'étude de la voie dopaminergique qui est le plus performant, le plus discriminant. Je vous mets ici un cas clinique, donc c'est un patient de 75 ans qui venait pour syndrome parkinsonien atypique avec des chutes précoces, troubles cognitifs, hallucinations visuelles et verbales. Donc ça, là je vous fais défiler des images, c'est plutôt comme ça qu'on les regarde en pratique, hein, en grand. Là vous voyez, on a l'hypométabolisme du cortex associatif postérieur avec le respect du cortex singulaire postérieur, dans le signe de l'îlot singulaire. On a ici l'atteinte du cortex visuel. Et puis, si l'on regarde, si je remonte, il y a une atteinte quand même diffuse avec également une atteinte ici du cortex dorsolatéral préfrontal médial. Donc, une atteinte corticale déjà diffuse, mais plutôt à prédominance postérieure. Quand on a un examen comme ça assez caractéristique,
après, à l'issue de la TAP FDG, on est plutôt quand même déjà presque convaincu qu'il s'agit d'une DCL. C'est pas toujours aussi simple. Ça, c'est l'analyse Senium, la comparaison à une base de données chez ce patient avec l'hypométabolisme cortical diffus, mais qui ressemble là-dessus plutôt à comme une MA. Et puis le DAT-scan chez ce patient qui était très altéré. Donc si on synthétise pour la démence à corps de Lewy, on a en TAP FDG un hypométabolisme cortical diffus après dominance postérieure facilement confondu avec une MA, mais avec les deux signes atteinte du cortex visuel, signe de l'îlot singulaire postérieur. Le DAT-scan et la TEP DOPA qui seront altérés, la scintigraphie cardiaque à la MIBG altérée. On va passer maintenant aux pathologies donnant un hypométabolisme cortical plutôt antérieur, à commencer par la démence frontotemporale. Donc la DFT, c'est une pathologie qui se souvient plus souvent avant 65 ans. Les formes familiales et génétiques sont plus fréquentes. Il y a association de troubles cognitifs et de troubles du comportement avec une désinhibition des comportements stéréotypés et une hyperoralité. Sur l'IRM, on aura une atrophie antérieure et sur la TEP-FDG, un hypométabolisme frontal et temporal antérieur qui sera souvent asymétrique avec une notion de gradient antéro-postérieur, donc atteinte antérieure et puis respect de la fixation postérieure. Ici, c'est un exemple d'une maladie débutante, une démence frontotemporale débutante. Donc, je reprends toujours mes aires sensorimotrices en zone de référence. Et puis, vous voyez ici, c'est tout le cortex associatif préfrontal qui est en jaune, qui est hypométabolique, avec atteinte préfrontale médiale et préfrontale dorsolatérale. Pour les DFT, on analyse aussi beaucoup les coupes coronales pour bien pouvoir visualiser le cortex orbitofrontal. C'est une atteinte qui est assez spécifique et assez caractéristique de la démence frontotemporale. Donc on voit ici sur les coupes coronales l'hypométabolisme orbitofrontal et préfrontal médial. Et puis sur notre comparaison à une base de données, ici, l'hypométabolisme préfrontal dorsolatéral, préfrontal médial, orbitofrontal. Autre exemple, mais avec ici une démence frontotemporale sévère, avec une atteinte marquée et qui est asymétrique, qui est plus marquée du côté droit, l'hypométabolisme préfrontal médial, préfrontal dorsolatéral, et on a même, pour cette patiente, un hypométabolisme du cortex associatif postérieur qui est moins intense, hein. Il y a un gradient antéro-postérieur, mais quand la DFT finit par être très évoluée, il finit par y avoir une atteinte postérieure après dans l'évolution de la maladie. Et ici aussi tout le pôle temporal droit qui est atteint de façon très sévère. Et puis notre analyse Senium, la comparaison à une base de données avec l'atteinte sévère frontotemporale et puis un petit peu d'atteinte postérieure qui commence à arriver. Et quand on fait des examens aux patients à des stades très sévères, des fois on peut même avoir du mal à faire les parts des choses entre une MA frontale évoluée, une DFT évoluée, parce que l'atteinte finit par être corticale diffuse. On va parler maintenant un peu des aphasies. Donc, il y a 3 types d'aphasie primaire progressive. L'aphasie primaire progressive non fluente avec une atteinte périssylvienne operculo-rolandique gauche. Les patients évolueront en majorité des cas vers une DFT. La démence sémantique avec une atteinte des pôles temporaux qui peut être bilatérale ou le pôle temporal gauche, les patients évoluent également vers une DFT. Et puis, l'aphasie primaire progressive logopénique avec une atteinte pariéto-temporale. On en avait déjà un peu parlé dans les formes atypiques de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être une forme d'entrée vers la maladie d'Alzheimer et donc les patients évoluent en majorité vers une MA. Un exemple d'image d'aphasie primaire progressive non fluente avec l'hypométabolisme operculo-rolandique gauche, périssylvien gauche que l'on retrouve ici. Aphasie primaire progressive logopénique avec l'atteinte pariéto-temporale gauche comme pour une maladie d'Alzheimer débutante. Et puis la démence sémantique avec ici une atteinte du pôle temporal gauche. Donc si on synthétise tout ça, donc c'est un tableau que j'ai refait à partir des guidelines européennes de 2022. Et donc dans l'AMA, on a une atteinte frontale que dans les formes avancées ou dans les formes frontales, mais surtout sinon une atteinte temporopariétale avec atteinte du cortex singulaire postérieur et du précuneus, pas d'atteinte du cortex visuel sauf dans le cas très particulier des atrophies corticales postérieures. Dans la DCL, c'est un peu comme dans l'AMA, sauf qu'il n'y a pas d'atteinte de l'îlot singulaire et qu'il y a une atteinte du cortex visuel. Dans la DFT, il y a bien sûr une atteinte frontale avec l'atteinte orbitofrontale qui est assez spécifique, atteinte du cortex singulaire antérieur, l'atteinte postérieure simplement dans les formes avancées et puis les pôles temporaux.
Et puis dans les aphasies, la PP non fluente, atteinte frontale operculo-rolandique gauche et périsylvienne gauche, APP logopénique, l'atteinte temporopariétale gauche, et la démence sémantique, l'atteinte des pôles temporaux. Je vais vous parler maintenant des pathologies donnant un hypométabolisme corticose sous-cortical. Donc, ce sont également les pathologies qui donnent un syndrome parkinsonien atypique, les Parkinson+. Alors, on a la PSP, la paralysie supranucléaire progressive, qui donne un syndrome parkinsonien axial avec des troubles axiaux, des signes précoces, la fameuse paralysie de la verticalité du regard, et puis également des troubles comportementaux, syndrome dysexécutif, apathie. Donc, on aura un hypométabolisme à la fois cortical avec l'atteinte préfrontale médiale singulaire antérieure, et un hypométabolisme sous-cortical avec atteinte du noyau codé, du thalamus et du mésencéphale. Dans la dégénérescence cortico-basale, les patients auront une apraxie asymétrique et on aura une atteinte en imagerie également très asymétrique avec bien sûr une atteinte en imagerie contralatérale aux symptômes, avec un hypométabolisme cortical, surtout pariétal, supérieur asymétrique. Il peut également y avoir une atteinte frontale et une atteinte des aires sensorimotrices, et puis des anomalies sous-corticales avec un hypométabolisme striatal et thalamique. Dans l'atrophie multisystématisée, il y aurait une dysautonomie, un syndrome pyramidal, un syndrome parkinsonien dans la MSP et un syndrome cérébelleux dans la MS de type C. Et il y aurait ici un hypométabolisme central, striata, cervelet, tronc cérébral. La DCL, on en a déjà parlé avant. Donc, je vous présente ici une image de paralysie supranucléaire progressive avec cet hypométabolisme préfrontal médial singulaire antérieur. Donc, toutes les images de TEP-FDG que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'était sur des images avec une reconstruction assez lissée, des images avec une reconstruction un peu grossière, si vous voulez, bien adaptée pour faire une analyse par région. Mais on dispose également d'images avec des reconstructions en plus haute résolution qui sont ici bien adaptées pour regarder les petites structures et les structures sous-corticales. Vous voyez ici sur ces images l'hypométabolisme du corps du noyau codé gauche, du thalamus gauche, du mésencéphale. Pour la dégénérescence cortico-basale, donc l'hypométabolisme pariétal supérieur asymétrique et l'hypométabolisme striatal homolatéral. Un exemple d'une AMS de type C avec l'hypométabolisme cérébelleux. Donc, c'est toujours des pathologies assez difficiles à diagnostiquer. Donc, il y avait eu également un DAT scan qui était pathologique et une scintigraphie cardiaque à la IMI-BG qui était normale. Je vous rappelle que c'est normal dans AMS, PSP et DCB. Dernier exemple avec une AMS de type P, hypométabolisme striatal, et puis également un hypométabolisme frontal par désafférentation striato-frontale. À nouveau, un petit tableau de synthèse. Donc, ici figure la maladie de Parkinson. Bien sûr, on ne réalise pas de TEP-FDG pour la maladie de Parkinson, ce n'est pas indiqué. Mais pour les patients ayant une maladie de Parkinson qui ferait une TEP-FDG au début de la maladie, on a plutôt un hypermétabolisme relatif du striatum, du thalamus, du cortex sensorimoteur et du cervelet. Donc, pour préciser, dans la PSP, l'atteinte sous-corticale avec l'hypométabolisme striatal et surtout le corps du noyau codé, le thalamus et le mésencéphale, et puis l'atteinte frontale, surtout préfrontale médiale. Dans l'AMS de type P, hypométabolisme striatal et atteinte frontale par désafférentation striato-frontale. Dans l'AMS de type C, l'hypométabolisme cérébelleux. Et puis, dans la DCB, une atteinte qui est quand même toujours très asymétrique, l'hypométabolisme du striatum, l'hypométabolisme pariétal supérieur qui est caractéristique, mais avec parfois également une atteinte frontale et une atteinte du cortex sensorimoteur. Dans ces trois pathologies, PSP, AMS et DCB, la scintigraphie à la IMI-BG est normale. Donc, pour conclure sur l'apport de nos marqueurs de médecine nucléaire dans le bilan des pathologies neurodégénératives. Donc, on dispose de marqueurs topographiques et de progression, et donc c'est surtout la TEP au FDG. Nos anomalies TEP seront plus précoces que les anomalies IRM, mais voilà, comme on l'a dit, les deux examens sont complémentaires. Et pour nous, intégrer les anomalies IRM dans l'interprétation de notre TEP, surtout quand il y a des anomalies IRM, ça va vraiment être un plus et nous permettre d'aller plus loin et d'être plus précis. Les anomalies TEP seront corrélées à l'évolution de la pathologie et à la symptomatologie clinique. La TEP-FDG, c'est vraiment devenu un examen un peu de routine clinique pour les troubles cognitifs, les syndromes parkinsoniens atypiques. En tout cas, nous, on en fait toutes les semaines dans chacun de nos deux centres à Lille et à Maubeuge. Et donc, même si ce n'est pas un biomarqueur physiopathologique,
certaines topographies d'atteinte bien spécifiques vont vraiment nous orienter vers une pathologie et donc indirectement vers une protéinopathie. On avait également les marqueurs du système dopaminergique, donc la TEP-DOPA ou le DAT-SCAN. Les deux examens sont disponibles au centre et à Maubeuge. La TEP-DOPA, on vous l'a dit, c'est quand même beaucoup plus confortable pour les patients. C'est moins long dans le service entre l'injection et puis la réalisation des images, moins long en termes de durée d'acquisition, moins anxiogène en positionnement. Il y a la contrainte de l'arrêt des traitements dopaminergiques, mais comme c'est plutôt un examen qu'on fait au moment du diagnostic, c'est assez rare que les patients soient sous traitement. Les deux examens, donc TEP-DOPA, DAT-SCAN, sont validés dans les maladies de Parkinson débutantes. Il y a même des études de référence qui disent qu'il y a une équivalence diagnostique. On a quand même plusieurs éléments qui nous disent qu'au tout début de la maladie, le DAT-SCAN est plutôt un peu plus sensible, ou en tout cas, il faut être très sensible sur l'interprétation de notre TEP-DOPA et se faire notre propre cours d'apprentissage. Nous, les premiers examens qu'on faisait à Maubeuge, on faisait très souvent de double lecture ensemble, un DAT-SCAN complémentaire au moindre doute. Puis maintenant, on fait quand même moins de DAT-SCAN et on fait des TEP-DOPA à Maubeuge en première intention parce que pour les patients, c'est plus confortable et c'est plus simple. DAT-SCAN complémentaire au moindre doute. On peut se dire que l'idéal serait une TEP au ligand du DAT pour combiner les avantages de l'imagerie TEP, la meilleure résolution spatiale, les images plus courtes, et puis les avantages de l'imagerie du traceur DAT. Il y a des médicaments qui existent. Est-ce qu'ils seront mis sur le marché? Est-ce qu'ils auront l'AMM? Pas tout de suite. En tout cas, on n'en a pas disponible pour l'instant. On avait également les marqueurs de l'amyloïdopathie avec le Visamil disponible depuis 2023. Donc les indications, là, c'est pas de la routine clinique et c'est pas tous les jours, c'est des indications limitées, patients jeunes ou forme atypique, PL non contre-indiqué, non réalisable ou qui donnent des résultats non conclusifs. Et en tout cas, une prescription très spécialisée, donc soit prescription faite au cours de réunions d'aimance ou alors après discussion entre neurologues, médecins nucléaires, et on est à votre disposition pour discuter de dossiers de patients bien spécifiques qui pourront en bénéficier. L'interprétation nécessite une expertise et même une formation obligatoire que l'on doit valider pour avoir le droit d'interpréter ces examens et avoir le droit de commander les produits. La TEP amyloïde, ça va nous permettre d'accéder au biomarqueur A, un marqueur amyloïde qui ne sera pas corrélé à l'évolution de la pathologie. Et le fait d'avoir des plaques amyloïdes, c'est insuffisant seul pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il faut en plus rechercher la pathologie tau. La TEP-tau, c'est pas en routine clinique, c'est réservé à la recherche et donc ça, on peut pas vous en proposer. Et, ce qui est intéressant avec tau, c'est que c'est corrélé à l'évolution de la pathologie, comme l'hypométabolisme en TEP-FDG. Et les patients qui ont une TEP-tau et une TEP-FDG, c'est souvent des images miroirs. Là où il y a de la tauopathie, il y aura de l'hypométabolisme. Et donc la TEP-tau peut être intéressante pour la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour les autres tauopathies, avec, ici, l'exemple de la DCB et de la PSP. Ce sera peut-être un examen qui sera amené à se développer quand il y aura des traitements anti-tau efficaces. Et donc, pour conclure, l'analyse combinée de nos différents marqueurs physiopathologiques, topographiques et de progression, à la fois d'imagerie et puis la fonction lombaire, vont permettre de nous orienter de façon de plus en plus précise sur les protéinopathies en cause in vivo. Et donc, tout ça contribue à améliorer la compréhension, la connaissance de ces pathologies. Et puis, on l'espère, dans un avenir proche, avec le développement des thérapeutiques, va permettre d'aider aux stratégies thérapeutiques, de sélectionner les bons patients qui peuvent bénéficier du bon traitement et peut-être aider au suivi thérapeutique. Voilà, nous vous remercions pour votre attention.